C'est une soirée quand même assez particulière, et puis on est très content que vous ayez tous répondu en grand nombre à cette invitation. Je vais vous donner quelques idées pourquoi on pense que c'est particulier, cette conférence de ce soir. Dans l'époque qu'on vit, on pourrait même dire dans le siècle qu'on est, on dit le 21e siècle, je placerais cette conférence même plutôt dans le 3e millénaire, dans le sens que ça a un sens historique parmi bien d'autres interventions de notre époque, mais à l'échelle des millénaires, à l'échelle des civilisations. Et c'est pour cela qu'on aimerait bien avoir l'occasion d'entretenir un sujet qui va toucher autant la science, dans sa dimension la plus profonde, la plus poussée dans ses recherches, que la dimension philosophique qui est au cœur du développement des civilisations, de la compréhension d'où on vient et d'où on va. Je me présente, je serai votre animateur ce soir, mon nom est Pierre Lemasson, et cette conférence a lieu particulièrement aujourd'hui, le 3e jeudi du mois de novembre, qui est la journée mondiale de la philosophie telle que décrétée par l'UNESCO. Donc, cette semaine, il y aura de nombreuses activités dans cet esprit de célébrer l'importance de la philosophie, qui signifie amour de la sagesse. Donc, nous sommes privilégiés d'accueillir deux chercheurs, deux grands chercheurs, un scientifique, l'autre philosophe, et leur esprit de conquête des nouveaux horizons ont non seulement font d'eux des visionnaires, mais aussi des pionniers qui nous invitent à une vision renouvelée du monde, mais aussi de ce qu'est l'humain et donc de notre identité. Et comme ce sera développé, de ce qu'on peut faire dans le monde, sachant un peu plus clairement qui nous sommes et ce que nous sommes. Pour le déroulement de la soirée, donc des aspects plus techniques, dans les périodes, il y aura donc chaque conférencier passera d'abord Dr Beauregard pendant 45 minutes, ensuite professeur Britnell, un autre 45 minutes. Entre deux, il y aura une pause de 15 minutes. Donc, dans 45 minutes, à 1 heure d'ici, on aura une pause de 15 minutes. Ensuite, suite aux deux conférenciers, nous allons transitionner tout de suite à une période de questions. Nous avons réservé un bon 30 minutes pour le dialogue, pour vos questions, pour explorer de façon plus élaborée ce qui aurait été introduit, amené. Si vous avez des questions, particulièrement durant, mettons, la pause, vous pouvez vous adresser à notre équipe d'accueil, de réception, qui ont tous des porte-noms sur eux, qui vous ont accueillis à l'entrée, et aussi à ceux qui ont des dossards verts, qui sont responsables de la sécurité. On vous demanderait évidemment d'éteindre vos appareils électroniques pour cette conférence tout le temps que vous êtes dans la salle. J'aimerais maintenant présenter Dr Mario Beauregard, qui va nous faire découvrir la prochaine grande révolution scientifique. Alors, qui est Mario Beauregard? Dr Beauregard est un chercheur en neurosciences qui est présentement affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona. Il a reçu un baccalauréat en psychologie et un doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal. Ses recherches sur la conscience lui ont valu d'être choisi par le groupe World Media Net comme l'un des 100 pionniers du 21e siècle, en 2000. Pour ses travaux, il s'est vu décerner divers prix scientifiques. Il est co-auteur du Manifeste pour une science post-matérialiste,
Le docteur Beauregard est également l'auteur de la théorie de psychélémentarité, ou psychélémentarité. Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, dont un se nomme Du cerveau à Dieu, aussi Les pouvoirs de la conscience, comment nos pensées influencent la réalité. Et ce dernier ouvrage est disponible à l'arrière, donc vous pourriez aussi vous procurer cet ouvrage. Il y aura même un temps aussi à la fin de la soirée pour des dédicaces du livre, si vous voulez, avec Dr. Mario Beauregard. Donc sans plus tarder, je cède la parole au Dr. Beauregard. Merci. Ah, ça fonctionne bien. Merci Pierre pour l'introduction. Et puis merci aussi aux organisateurs pour m'avoir invité à participer à cet événement, fort intéressant. Donc, en termes de ma présentation ce soir, je vais vous parler de surtout 4 points en particulier. Je vais commencer par vous parler un peu du matérialisme scientifique. Qu'est-ce que c'est? C'est synonyme de la vision moderne du monde sur le plan scientifique. Ensuite, je vais vous montrer certaines études, quelques-unes en neuroimagerie que j'ai réalisées dans mon laboratoire, qui montrent que ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, exerce une influence importante au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de tous les systèmes physiologiques qui sont connectés avec le système nerveux. Ça, c'est une action, si on veut, locale ou somatique de l'esprit. Mais il y a aussi des manifestations qu'on pourrait appeler non locales ou étendues dans l'espace et le temps de l'esprit. Donc, c'est ça, c'est un concept qu'on utilise, la non-localité pour l'esprit. C'est un concept, évidemment, qui a été emprunté à la physique quantique. Et je vais terminer la présentation par vous présenter ce qu'on appelle de plus en plus le paradigme post-matérialiste. La plupart de ce que je vous présente ce soir, vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage de vulgarisation des pouvoirs de la conscience, sauf la dernière partie au niveau du paradigme post-matérialiste. Ça se trouve plus au niveau de... Je vais donner quelques références, mais au niveau de certains articles. Mais il y a un livre qui va sortir l'année prochaine à ce sujet-là, pour un public, un grand public, pas uniquement pour les scientifiques. Donc, on va commencer avec une définition des concepts, parce que je vais utiliser esprit et conscience tout au long de ma présentation. Esprit, ça c'est l'équivalent du concept anglais de mind. On utilise ça beaucoup en neurosciences et en psychologie. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de connotation spirituelle. Contrairement au français, c'est simplement au fond, c'est les processus mentaux, les fonctions mentales comme la mémoire, les émotions, le raisonnement, la pensée, etc., etc. Et ça englobe tous les processus qui sont conscients ou inconscients. La conscience, dans ce sens-là, c'est une composante importante de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est? C'est la faculté mentale qui nous permet d'appréhender tout ce qui se passe soit dans le monde extérieur, donc ça veut dire à l'extérieur des limites du corps, ou dans le monde intérieur. Le monde intérieur, c'est le monde de l'esprit, de la psyché. Donc c'est tout ce qui nous passe dans le champ mental, par exemple des sensations, des émotions, des mémoires, etc. Et ça inclut aussi l'identité, donc la conscience de soi. Alors, le matérialisme scientifique, ou donc la vision du monde moderne sur le plan scientifique, ça repose sur un certain nombre d'hypothèses au sujet de la nature de la réalité. Et ces hypothèses-là, ont été présentées d'abord par des philosophes. Ça remonte à plusieurs milliers d'années. C'était dans la Grèce antique. C'était les présocratiques. C'était avant Socrate. Et ces hypothèses-là ont été reprises au moment de la naissance de la science moderne, il y a 4 siècles environ,
surtout par les physiciens, bon, parce que c'était la première discipline qui a été reconnue, c'était importante au niveau de la science. Donc des gens comme Galilée, Descartes, Newton, etc., ont adopté ces hypothèses-là. Mais ces gens-là étaient tous des êtres spirituels aussi. Donc, ils ont adopté ces hypothèses-là, mais uniquement en référence au monde physique. Ils croyaient aussi qu'il y avait d'autres dimensions à ce qu'on pouvait appeler la réalité. Mais au bout de quelques siècles, les générations successives de scientifiques ont oublié tout ça. Et ce qui était a priori des hypothèses, c'est devenu, c'était plus même des postulats, c'est devenu des dogmes, donc des articles de foi qui, mis ensemble, ont formé une idéologie qui a été appelée le matérialisme scientifique. Donc, quelques idées qui font partie de ça, quelques dogmes, si vous voulez. Le matérialisme, l'idée du matérialisme. Donc, c'est que tout peut être expliqué dans la nature en termes de processus matériels ou physiques. Là. Ben, je l'utilise de façon synonyme ici. Donc, en termes de particules et de champs. Ça, c'est une idée qui vraiment a été véhiculée là, par des scientifiques qui étaient surtout des physiciens, donc, qui appartenaient à la vieille physique, donc la physique, ce qu'on a appelé la physique classique. Un autre exemple d'hypothèse, mais qui est devenu un dogme, c'est le réductionnisme. Donc, l'idée qu'on peut réduire tout ce qui est complexe, tous les phénomènes complexes dans l'univers, en réduisant ou en décomposant ces phénomènes-là en unités élémentaires, donc au mécanisme de base. Par exemple, on va prendre un cerveau humain dans sa globalité, puis dire on va aller au niveau cellulaire, moléculaire, puis même au niveau éventuellement atomique, pour être capable de l'expliquer, comment ça fonctionne. Une autre hypothèse, c'était le déterminisme. Donc, la notion que tous les événements sont causés par des événements antérieurs. Et ça, si on applique ça au rapport esprit-cerveau, ça veut dire que le libre arbitre est illusoire à ce moment-là. Alors, ça a beaucoup d'implications, évidemment, pour les relations entre esprit-cerveau, la conscience, parce que ça veut dire que tout ce qu'un être humain est capable d'expérimenter, que ce soit des perceptions, des émotions, des croyances, des intentions, même la conscience de soi, mais aussi ce qu'on appelle les expériences spirituelles, bien, tout ça, c'est identique à où ça peut être réduit à de l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Donc, en quelque part, c'est comme illusoire d'une certaine façon. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on appelle l'esprit, au sens où c'est utilisé ici, c'est impuissant. Donc, nos pensées, nos intentions, notre volonté, ça n'a pas vraiment d'effet sur ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, ou même à l'extérieur des limites du corps, dans le monde physique. Tout ça, c'est illusoire, dans cette perspective-là. Et une autre implication aussi, c'est que l'esprit, pour les chercheurs matérialistes, réductionnistes, c'est comme encapsulé, si on veut, dans le cerveau. C'est encapsulé biologiquement, aussi au niveau du corps. Et ça fait que ça ne peut pas avoir d'impact au-delà des limites du corps physique. Un corollaire de ça, sur le plan de la biologie était grandement influencée aussi par le matérialisme. C'est l'idée du déterminisme génétique, qui était très omniprésent durant une partie du 20e siècle. Ça a été défendu par plusieurs biologistes très, très influents. Et donc, c'est l'idée que tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, nos traits physiques, mais aussi les traits au niveau de la personnalité, nos capacités mentales, nos comportements même, sont en grande partie influencés, déterminés par l'activité de nos gènes. Donc, ça, et à cette époque-là, ce que les biologistes disaient, c'est qu'étant donné qu'on ne peut pas changer les gènes, ben, on est comme condamné parce que notre vie est prédéterminée d'une certaine façon.
on n'a pas de contrôle sur la santé. Donc, on est comme des victimes de notre hérédité dans cette vision-là. Alors, le matérialisme scientifique a eu un impact négatif, évidemment. C'est une idéologie qui était très dominante pendant une grande partie du 20e siècle, dans le milieu académique, un peu partout, à travers le monde. Et pas simplement au niveau des sciences naturelles, mais également au niveau des sciences sociales, des sciences humaines aussi, en philosophie, l'esprit, beaucoup aussi. Et ça a fait que ça a freiné les progrès de l'étude scientifique de l'esprit, la conscience et de la spiritualité. Je peux vous donner un exemple. Il n'y avait pas le terme conscience en neurosciences, puis même en psychologie, en grande partie. C'était tabou jusqu'au milieu des années 90. Vers 1995, le premier centre d'études sur la conscience a été fondé là où je me trouve maintenant à l'Université d'Arizona, à Tucson. Mais jusque-là, c'était tabou. On ne pouvait pas utiliser ce terme-là. Même chose pour la spiritualité. Donc, cette idéologie-là a beaucoup minimisé aussi toutes les capacités de l'esprit. La physique quantique, elle, a été la première discipline scientifique à se distancer du matérialisme scientifique. En fait, elle a comme dématérialisé le monde, si on veut, il y a environ un siècle, parce qu'elle a montré que ce qu'on appelle des atomes et des particules subatomiques, ce n'est pas vraiment des objets solides qui existent en des endroits puis des temps définis. Pas du tout. Et ce qui vient compliquer tout ça, c'est ce qui a été appelé l'effet de l'observateur. Donc, l'effet de l'observateur, c'est que les particules qui sont observées au niveau microphysique sont influencées par l'observateur. En physique quantique, l'observateur, c'est quoi? C'est le physicien lui-même et son intention de mesure et sa conscience. Et c'est tout l'appareillage électronique qui est utilisé également pour être capable de faire les mesures. Donc, ce qu'on a découvert en physique quantique, c'est que les particules, ce qu'on essaye de mesurer au niveau microphysique et l'observateur sont liés. Alors, pour être capable d'expliquer tout ça, il y a une dizaine d'interprétations différentes qui ont été proposées. Il y en a une qui veut que ce n'est pas nécessairement celle qui est majoritaire, qui a le plus d'adeptes, mettons, en physique, parce que c'est controversé, mais quand même, c'est une idée qui a été entretenue par plusieurs grands, en fait, par plusieurs, d'abord des pères de la mécanique quantique, puis aujourd'hui par des physiciens théoriciens très réputés à travers le monde, dont certains prix Nobel. Alors, l'idée, c'est que la conscience d'observateur, elle est vitale pour l'existence de ce qui est mesuré au niveau microphysique. Ça veut dire que les événements mentaux, la conscience, l'intention, a un impact au niveau du monde physique. Donc, l'effet de l'observateur, peu importe l'interprétation de la mécanique quantique à laquelle on adhère, la plupart des physiciens reconnaissent quand même que on ne peut pas considérer maintenant que la matière, c'est la seule composante de la réalité. Il y a une autre dimension qui existe, c'est celle de l'esprit et de la conscience. Maintenant, comment on explique les interactions, c'est ça qui fait l'objet de débats entre les théoriciens. Alors, la physique a été la première science à prendre ses distances par rapport au matérialisme, à comprendre que la science n'était pas nécessairement synonyme de matérialisme. Mais même si la physique quantique a réussi à remettre en question la plupart des postulats du matérialisme scientifique, il y a encore beaucoup de scientifiques dans différentes disciplines, beaucoup dans le domaine de la recherche au niveau biomédical, beaucoup de médecins, psychiatres, etc., qui croient toujours que la science, c'est synonyme de matérialisme au niveau de la méthode, donc un matérialisme méthodologique, mais aussi au niveau philosophique, métaphysique, en termes de qu'est-ce que la réalité.
c'est pas encore clair pour ces gens-là que matérialiste n'est pas synonyme donc de science et de méthode scientifique. Mais au fond, la science, si on regarde l'origine de cette activité humaine-là, qu'est-ce que c'est? Bien, d'abord et avant tout, c'est une méthode. C'est une méthode d'investigation qui doit être ouverte, non dogmatique. Et c'est une méthode d'acquisition de connaissances qui est basée sur l'observation, l'investigation aussi au niveau expérimental, et également les explications sur le plan théorique, donc les hypothèses, les théories. Alors la science, au fond, n'est pas du tout synonyme de matérialiste. Et ce que moi et plusieurs de mes collègues ont dit maintenant, c'est que la science ne doit pas être influencée par les croyances, les dogmes ou les idéologies. Peu importe quelle qu'elle soit, ça peut être sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, etc. Donc, les théories matérialistes au niveau de l'esprit, de la conscience, nous disent qu'en fait, on n'a pas vraiment d'impact au niveau de ce qui se passe dans le cerveau. On a une illusion d'influencer ce qui se passe au niveau du cerveau. Moi, je vais vous présenter quelques études d'imagerie cérébrale qui montrent que ça, c'est de la bouillie pour les chats. Ça, c'est la première étude qu'on a réalisée au sujet de ce qu'on appelle l'autorégulation des émotions. Donc, la régulation des émotions, c'est la capacité qu'on a d'utiliser différentes stratégies au niveau cognitif pour être capable de gérer nos réactions émotionnelles. Alors, pendant très longtemps, on pensait que les émotions sont liées à certaines parties dans le cerveau. Le terme technique en neurosciences, on parle du système limbique, puis c'est synonyme de cerveau émotionnel, si vous voulez. Alors, certaines régions du cerveau émotionnel, des régions très, très primitives au niveau évolutif, c'est des régions qu'on partage avec plein de mammifères, par exemple, puis qu'on retrouve aussi chez d'autres espèces encore plus primitives, comme par exemple, des alligators, etc., des reptiles. Donc, les neuroscientifiques, pendant longtemps, se disaient on ne doit pas avoir la capacité d'être capable de moduler nos émotions parce que ça vient de structures très primitives sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Parce que la conscience humaine est associée surtout aux couches superficielles du cerveau qu'on appelle le cortex, la matière grise. Alors que les structures associées aux réactions émotionnelles sont situées plus bas dans le cerveau. Et donc, on pensait que les êtres humains pouvaient être comme submergés par leurs émotions. C'est ce qu'on a appelé, en anglais, on parle d'emotional hijack, par des structures comme l'hypothalamus, l'amygdale, etc. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Puis, au début des années 2000, j'ai mené le premier programme de recherche sur la gestion volontaire, intentionnelle des émotions. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des films, des extraits de films, chargés émotionnellement. Dans ce cas-ci, ce que je vous montre, c'est des films érotiques qui ont été utilisés chez des gars, donc un groupe d'étudiants universitaires. Et comme on s'y attendait, on a des activations dans les structures qui font partie du système limbique, comme par exemple au niveau de l'amygdale, l'hypothalamus, etc. C'est des réponses automatisées. Ces gens-là n'avaient aucune expérience d'observation de soi, d'introspection, de méditation de pleine conscience. Par exemple, on les a entraînés 30 minutes avant l'étude. Vous voyez ici que ça, c'est une autre condition, une deuxième condition. Là, ils faisaient simplement regarder les films érotiques et ils avaient des réponses fortes au niveau du cerveau émotionnel, du système limbique. Dans la deuxième condition, ils faisaient la même chose, mais là, on leur a demandé de se détacher consciemment des films qu'ils étaient en train de regarder, puis de leur propre réaction au niveau physiologique, puis sur le plan subjectif, leur feeling. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait disparaître complètement les activations dans le cerveau émotionnel, le système limbique. Et ça, ce n'était pas des moines là, qui pratiquaient la méditation depuis des milliers d'heures.
C'était des gens qui n'avaient aucun entraînement. Donc, c'est des résultats très spectaculaires. Ça contribuait à créer un nouveau champ de recherche en neurosciences ou en psychologie. Ouais. On a fait une autre étude par la suite avec une autre technique d'imagerie. La première, c'était avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Celle-là, c'est avec ce qu'on appelle la tomographie par émission de positrons. Puis ça permet de mesurer l'activité de certains messagers chimiques dans le cerveau. Dans cette étude-là, spécifiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux gens de se rappeler puis de revivre un des moments les plus joyeux de leur vie. Puis on mesurait ce qui se passait au niveau de la production d'un messager chimique qu'on appelle l'abréviation 5-HT, c'est pour sérotonine. Donc la sérotonine, c'est impliqué dans toutes sortes de fonctions, mais c'est le messager chimique le plus important au niveau de la régulation de l'humeur, des émotions. Les antidépresseurs, par exemple, agissent beaucoup à ce niveau-là. Alors, nos sujets se sont replongés dans leur expérience joyeuse, puis la mesure est effectuée après 6 minutes. Et après 6 minutes, ce qu'on a mesuré, ce que vous voyez ici, c'est des augmentations significatives de production de sérotonine. C'était dans des régions importantes du cerveau émotionnel, du système limbique. On a fait exactement l'opposé. On leur a demandé de se rappeler de l'événement le plus triste de leur vie, de le revivre. Puis on a vu exactement la réponse inverse, c'est-à-dire une diminution significative de production et de libération de sérotonine dans le cerveau. Et ça, c'était seulement après quelques minutes. Donc, imaginez qu'est-ce qui peut se passer lorsque des personnes ruminent sur des pensées négatives pendant, pas des minutes, mais pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, des mois, etc. Ce que ça fait maintenant, on le sait beaucoup mieux, c'est que ça va faire libérer des hormones de stress, comme du cortisol, par exemple. Puis maintenant, on sait que le cortisol, lorsqu'il est pompé en trop grande quantité pendant une période de temps trop prolongée, il devient toxique, puis il détruit les cellules nerveuses dans différentes régions du cerveau. Et la région la plus sensible à ça, c'est la région impliquée au niveau de la mémoire. Donc maintenant, on sait qu'il y a des liens entre ruminer, les pensées négatives, et développer des démences comme la maladie d'Alzheimer. Évidemment, ça se fait sur des décennies. La croyance aussi. Ça, c'est une autre belle illustration des capacités de ce qu'on appelle l'esprit à changer le cerveau. C'est le placebo. Donc, le placebo, qu'est-ce que c'est? C'est la croyance que quelqu'un a, puis les attentes par rapport à un traitement. Et peu importe que le traitement soit efficace ou pas sur le plan biologique, médical. Donc, dans ce cas-ci, c'est une étude, ça n'a pas été réalisé dans mon laboratoire, ça a été fait à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver par des neurologues. Ils ont travaillé avec des patients qui souffraient de maladie de Parkinson avancée. Dans la maladie de Parkinson, il y a une destruction des neurones qui produisent un autre messager chimique qu'on appelle la dopamine. Puis la dopamine est impliquée dans toutes sortes de fonctions, mais c'est vraiment le neurotransmetteur clé au niveau du contrôle moteur, la motricité, les mouvements. Dans cette étude-là, les patients avaient un niveau de destruction des neurones à dopamine d'environ 70 à 80%. Donc, ils étaient très avancés au niveau de la maladie. Ils avaient beaucoup de tremblements, de rigidité, etc. Les neurologues de l'équipe de recherche leur ont fait croire qu'il y avait potentiellement un nouveau médicament révolutionnaire pour le Parkinson. Et les patients qui ont le plus cru à ça se sont mis, même avec la quantité restante de neurones qui produisaient de la dopamine dans leur cerveau,
sont mis à produire de la dopamine en quantité comparable à ce qu'on trouve chez des jeunes individus parfaitement sains dans la vingtaine, par exemple. Et ça pendant une période de temps. Puis en parallèle, évidemment, leurs symptômes ont régressé. Donc, il y avait beaucoup moins de rigidité, moins de tremblements, etc. Et qu'est-ce qu'on leur a injecté, en fait? C'était simplement de l'eau salée, sans aucune efficacité sur le plan neurologique. Un autre dogme qui a tombé au niveau des neurosciences, c'est celui de la plasticité du cerveau. Pendant près d'un siècle, on a pensé que on devait composer avec le cerveau avec lequel on venait au monde, que ça ne pouvait pas changer, que c'était une machine complètement fixe, qu'il n'y avait pas de nouveaux neurones qui pouvaient être produits dans le cerveau, pas de nouvelles connexions entre les neurones, qu'on appelle les connexions synaptiques, etc., etc. Pas de nouveaux circuits, etc. Il y a une quarantaine d'années, il y a des études qui ont été effectuées avec des rongeurs au tout début. Puis par la suite, avec le développement de certaines techniques, ça a été aussi réalisé chez l'humain. Puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, le cerveau humain, adulte, est capable de neuroplasticité tout au long de la vie. Évidemment, moins durant l'enfance, plus durant l'enfance que lorsqu'on est rendu, par exemple, 80 ans, mais il y a de la neuroplasticité tout au long de la vie. Donc, il y a des gens qui sont capables qui vont aller apprendre des langues nouvelles, qui vont apprendre à jouer un instrument de musique à 80 ans. Et il y a des études qui montrent qu'on voit des changements quand même importants dans le cerveau. Ici, ce qu'on illustre, c'est une étude qui a été faite dans mon labo. C'était l'influence d'une pratique méditative de type pleine conscience. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait des images très chargées émotionnellement. Et ici, vous voyez en jaune des activations au niveau de l'amygdale. L'amygdale, c'est une des structures clés du cerveau émotionnel, du système limbique. C'est des structures qui signalent la présence d'événements ou de stimulation de type émotionnel intense. Alors, on a comparé un groupe de débutants qui n'avaient aucune pratique en pleine conscience. Et chez ces gens-là, évidemment, les images chargées émotionnellement avaient un impact très fort. Ici, c'est l'échelle d'intensité de la réponse. Donc, vous voyez que la couleur indique une réponse très intense. Et chez les gens qui étaient expérimentés, qui pratiquaient, qui avaient, dans ce cas-là, au moins 3000 heures de pratique de pleine conscience, les mêmes images ne produisent plus du tout aucune activation dans les amygdales. Ce qui veut dire que leur cerveau, a été comme recablé, a été modifié finalement. Le cerveau est connecté à tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme, système immunitaire, système endocrinien, système cardiovasculaire aussi. Et donc, il y a une discipline qui étudie les interactions de tous ces systèmes-là, qui s'appelle la psychoneuroimmunologie. On a découvert qu'il y a des récepteurs à différentes molécules qui sont communs dans tous ces systèmes-là, que ce soit au niveau immunitaire, endocrinien, au niveau du système nerveux. Et il y a des molécules, des messagers chimiques, si vous voulez, qui communiquent, donc qui échangent de l'information au niveau de ces différents systèmes-là. Et ça fait que lorsqu'on change quelque chose sur le plan mental, lorsqu'on fait aussi différents types d'exercices, on peut faire de l'imagerie mentale, de la relaxation. Et lorsqu'on entretient les émotions plus positives, on a une stimulation du système immunitaire. Donc, on va aller booster l'activité du système immunitaire. Les émotions négatives, puis le stress, surtout lorsque le stress est chronique ou très aigu, ça va affaiblir le système immunitaire. Et c'est ces interrelations-là, via des messagers chimiques, qui expliquent pourquoi ce qui se passe au niveau mental va avoir un effet au niveau de ces différents systèmes dans l'organisme. C'est même vrai maintenant, on le sait, pour les gènes, en termes d'activité des gènes. Un gène, c'est un fragment de séquence d'ADN qui contient l'information qui permet
la synthèse des protéines. Les protéines, c'est ce qui constitue le corps physique. Donc, le gène, c'est l'unité de base d'information au niveau génétique. Et l'épigénétique, c'est l'étude des changements d'activité des gènes, des changements fonctionnels. Donc, ça n'implique pas de modification en termes de leur structure, parce que là, on parle d'une mutation, mais c'est des changements au niveau de leur activité. Et ce que les études semblent montrer, c'est que ces modifications-là sont réversibles. Un petit peu comme lorsqu'on va au gymnase et qu'on a un programme d'entraînement musculaire, par exemple, les gains qu'on va obtenir éventuellement sont réversibles. Et puis c'est un petit peu la même chose au niveau de l'expression des gènes. Alors, l'épigénétique, elle se concentre sur des changements dans l'activité des gènes qui sont reliés à ce qu'on appelle l'environnement. Mais l'environnement au sens large, ça peut être l'environnement externe, c'est aussi l'environnement interne en lien avec ce qui se passe sur le plan mental, que ce soit conscient ou non. Alors, les gènes, en termes épigénétiques, on va dire qu'ils sont soit actifs ou inactifs, donc exprimés ou réprimés, ouverts ou fermés. Il y a plusieurs synonymes. Et les facteurs environnementaux qui sont impliqués, il y a maintenant de plus en plus d'études qui nous montrent ça, c'est par exemple la nutrition, ce qu'on mange, le tabagisme, l'alcool ou d'autres drogues, par exemple. Ça a beaucoup d'influence. Le stress, les différents types d'émotions qu'on vit, les événements qu'on vit également. Donc ça, c'est tous des facteurs épigénétiques. Il y a un groupe de recherche à l'Université d'Harvard qui est mené par Dr. Herbert Benson, qui est un physiologiste, un cardiologue, et Benson s'est penché depuis la fin des années 70 sur ce qu'il a appelé la réponse de relaxation. La réponse de relaxation, c'est exactement l'opposé de ce qu'on appelle la réponse de stress, ou en anglais, on parle de fight or flight, qui avait été étudié beaucoup par le docteur Sellier. Donc, la réponse de relaxation, elle peut être amenée par toutes sortes de techniques, de pratiques, comme par exemple la méditation, la respiration, le yoga, tai chi, le qigong, la relaxation musculaire aussi, et même la prière. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller agir, ça va diminuer la fréquence cardiaque et respiratoire, ça amène une baisse au niveau de la tension artérielle, ça amène aussi un ralentissement au niveau du métabolisme, donc par exemple une diminution de la quantité d'oxygène qui est consommée. Et ça amène un ralentissement de l'activité cérébrale, donc la fréquence des ondes cérébrales. Alors, Benson et ses collègues ont réalisé 2 études en épigénétique pour voir qu'est-ce que ça changeait, ces pratiques-là. Et dans les 2 études, ils avaient 3 groupes. Donc, il y avait des praticiens de longue date qui avaient pratiqué entre 4 à 20 ans, je crois, oui. Il y avait des novices qui, eux, avaient commencé depuis simplement 2 mois. Et il y avait un groupe contrôle qui n'avait aucune pratique. Et ce qu'ils ont vu dans le groupe des praticiens de longue date, c'est qu'il y avait 2000 gènes, puis on en a à peu près une vingtaine de mille au niveau humain. Il y avait plus de 2000 gènes qui étaient exprimés différemment dans le groupe des praticiens de longue date comparé au sujet contrôle. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y avait plusieurs centaines de gènes en commun qui étaient exprimés différemment, même chez les novices par rapport aux praticiens expérimentés. Et tout ça s'était passé, ces changements-là, en l'espace de quelques mois seulement. Et c'était des gènes qui étaient impliqués dans le métabolisme cellulaire, donc la fonction de production d'énergie au niveau des cellules, au niveau des mitochondries, c'est comme les petites centrales énergétiques au niveau des cellules, et également le maintien des télomères. Ça, je vais y revenir, aux télomères. Et donc, les gènes qui étaient associés à ces fonctions-là étaient plus exprimés ou actifs. Les gènes qui étaient reliés, eux, à la réponse de stress et à l'inflammation dans l'organisme, et puis on sait maintenant que l'inflammation est impliquée dans toutes sortes de maladies, de plus en plus, eux, ils étaient à la baisse, leur activité était diminuée. On a découvert aussi qu'au niveau des télomères, c'est ce que vous voyez ici, les extrémités oranges,
C'est donc des segments d'ADN et c'est des horloges biologiques parce qu'ils rapetissent tout au long de la vie. C'est des horloges biologiques qui sont en lien avec le nombre de divisions cellulaires possibles tout au long de notre vie. Ça veut dire que ça rapetisse donc continuellement et que lorsqu'il n'en reste plus, pratiquement, là, on arrive au moment de la mort de l'organisme au niveau biologique. Ça, c'est une des théories principales au niveau du vieillissement, actuellement. Une retraite de méditation pendant quelques mois, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, a montré qu'on pouvait non seulement stabiliser le ralentissement ou la dégradation des télomères, on pouvait commencer à les faire accroître en termes de volume. Et il y a une nouvelle étude qui est sortie récemment à ce sujet-là. Donc ça ouvre toutes sortes de possibilités assez extraordinaires. Donc ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on pourrait le traduire avec ce schéma-là, parce que ça fait partie d'une théorie que j'ai proposée. C'est une hypothèse que j'ai appelée transduction psychoneurale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau mental, ça peut être des images, des émotions, des intentions, etc. Et ça, c'est un langage qu'on peut appeler symboliquement du mentalais. C'est traduit dans le langage du cerveau au niveau électrique et chimique. Et le langage du cerveau, le langage des neurones, on peut appeler ça du neuronois, si vous voulez. Donc, il y a une traduction de ce qui se passe au niveau mental, au niveau électrique et chimique. Donc, si vous avez une émotion positive, la joie par exemple, il y a une signature biologique qui est associée, qui est complètement différente ou opposée de la tristesse. Si vous avez des pensées, vous êtes agité par exemple au niveau moteur, c'est associé à toutes sortes de corrélats sur le plan biologique qui sont complètement différents de si vous êtes dans un état de paix, par exemple. Et le cerveau, comme je le disais tantôt, est connecté à tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme. Donc, tout ce qui se passe ici a un impact à ces niveaux-là. Et maintenant, il faudrait rentrer le niveau épigénétique là-dedans. Tout ça ensemble fait partie d'un réseau, si on veut, qu'on peut appeler le réseau psychosomatique. Donc, ça, c'était la première partie de ma présentation. C'est des manifestations somatiques de l'action de la psyché au niveau donc, du soma, du corps. Mais il y a beaucoup d'études qui montrent que ce qu'on appelle l'esprit humain n'est pas localisé seulement au niveau d'un point spécifique dans l'espace, comme le cerveau ou le corps, ni un point spécifique au niveau du temps, par exemple le présent. Et donc, il y a des gens qui se sont penchés sur ces questions-là depuis plusieurs décennies, qui ont fait des études. Ces phénomènes-là ont été, au tout début, on parlait de parapsychologie, puis par la suite, il y a des gens qui ont proposé d'appeler ça des phénomènes psy, donc il y a des chercheurs spécialisés dans ces phénomènes-là. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, par exemple, au niveau d'une forme de perception qu'on dit extrasensorielle, comme la télépathie. Il y a un protocole qui a été utilisé beaucoup depuis les années 70, qu'on appelle le Ganzfeld. Donc, dans le Ganzfeld, il y a... Et ça, c'est le récepteur. Donc, dans ces études-là, vous avez un émetteur qui va se concentrer sur une image qui a été choisie de façon aléatoire par un programme informatique. Et dans la banque d'images, vous pouvez avoir des centaines, des milliers d'images. Et le processus est aléatoire. Donc, l'émetteur essaie, dans une pièce, de transmettre l'information ou son impression qui est évoquée par l'image. Et dans une autre pièce, vous avez un récepteur. Le récepteur est installé dans un fauteuil. Il écoute un bruit blanc, donc il est isolé sensoriellement. Il est isolé aussi au niveau de la vision. Et ça, c'est une technique qui semble favoriser la réception d'informations subtiles. Et donc, après l'expérimentation, l'expérimentateur va présenter 4 images au récepteur. Donc, l'image cible qui a bel et bien été transmise. Et il y a 3 images pour induire le récepteur en erreur. Et là, le récepteur doit les classer en ordre de similitude par rapport à ce qu'il a perçu durant la session. Donc, pour que ça soit une bonne réponse,
il faut qu'il classe en première position l'image cible, sinon c'est considéré comme une mauvaise réponse. Alors, en utilisant ce type de protocole-là, il y a une méta-analyse qui a été faite, il y en a beaucoup de méta-analyses qui ont été faites. Les méta-analyses au niveau statistique, c'est des analyses qui permettent de mettre ensemble plusieurs dizaines, centaines ou même des milliers d'études pour être capable de déterminer dans quelle mesure le phénomène est réel ou jusqu'à quel point ce phénomène-là existe aussi. Donc, ce qu'on appelle techniquement la taille de l'effet. Alors, une des méta-analyses qui a été faite, qui a englobé plus de 2500 études de ce type-là, ça a montré qu'une probabilité que le résultat soit dû au hasard de 1 sur 1 million de milliards, donc 1 sur 10 à la 15. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce phénomène-là existe, mais statistiquement, généralement, il est relativement faible. C'est pas des... Par exemple, les récepteurs vont avoir des réponses qui tournent autour de, au lieu du 50% qu'on pourrait, ou du 25% qu'on pourrait attendre, bien, ils vont avoir 27%, 28%, dans certains cas 30%. Mais quand on ramasse des centaines, des milliers d'études ensemble, ça devient très significatif. Donc ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il semble être possible de transmettre de l'information mentalement, sans l'utilisation des sens conventionnels. Il semble aussi que l'esprit humain est capable d'influencer, par son intention, des systèmes physiques. Par exemple, au niveau électronique, un appareil qui a été utilisé beaucoup, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires. Donc, c'est comme si on lançait des pièces de monnaie, par exemple, plusieurs milliers ou centaines de fois par seconde, ça peut être 10 000 fois par seconde. Donc, au lieu d'avoir des piles ou des faces, le générateur produit des séquences de 0 ou de 1. Si on le laisse aller, puis on essaye de ne pas l'influencer mentalement, s'il est bien calibré, il va produire autant de 0 que de 1. C'est pour ça qu'on dit que la distribution est aléatoire. Et dans ces études-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander au sujet d'aller influencer l'appareil pour produire plus de 0 que de 1, ou exactement l'inverse. Alors, il y a eu aussi des méta-analyses, il y a eu plusieurs centaines d'études qui ont été utilisées avec ce type de protocole-là, et les résultats sont encore très, très significatifs. Une étude, donc sur près d'une trentaine d'années, qui a produit des résultats de 1 sur 1 trillion, donc 1 sur 10 à la 18. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que l'intention humaine peut avoir un effet au niveau électronique, au niveau quantique, parce que ces appareils-là donc, reposent sur des phénomènes quantiques, dont on parlait un petit peu plus tôt. On peut aussi influencer des systèmes vivants, donc pas simplement au niveau physique, électronique, mais d'autres êtres humains, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites où là, il y a une distance, où, par exemple, il y a un individu qui essaie d'envoyer une émotion positive ou une émotion négative dans l'espace, au récepteur, puis on mesure ce qu'on appelle la réponse galvanique de la peau. La réponse galvanique de la peau, ça mesure des changements au niveau de la conductance électrique. C'est un index de réactivité sur le plan émotionnel. Mais on peut aussi aller influencer d'autres systèmes. Par exemple, des enzymes, ça peut être des enzymes humains, mais ça se fait in vitro, par exemple sous microscope optique. On peut influencer des taux de croissance de plantes, etc., même des micro-organismes, comme des levures, des bactéries, des protozoaires, qui sont des organismes unicellulaires. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées avec toutes ces possibilités-là. Puis, un programme intéressant qui a été mené dans les années 80-90 à la Mind Science Foundation au Texas. Et ils ont mis 37 études ensemble pour examiner. Donc, ils ont fait une autre méta-analyse. Puis, ils ont découvert une probabilité de 100 milliards contre 1, donc contre le hasard. Puis, dans 15 de ces études-là, il y avait une distance importante entre l'émetteur et le récepteur. Donc, ce phénomène-là ne semble pas être diminué ou affecté par la distance sur le plan physique. Un autre phénomène qui va dans le sens
l'esprit non local, c'est ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Donc, l'expérience de mort imminente, c'est une expérience qui est très vivace, réaliste, qui a souvent beaucoup d'impact sur le plan psychologique, sur le plan spirituel aussi. Et ça arrive lorsque des individus se trouvent soit physiologiquement ou psychologiquement proches de la mort. Et il y a toutes sortes de déclencheurs, comme par exemple des arrêts cardiaques, soit ça peut être l'intoxication, des asphyxies, des hémorragies aussi, il peut y avoir des complications chirurgicales, etc. Et il y a des études qui montrent qu'en Occident, il y aurait environ 4% de la population qui aurait vécu cette expérience-là. Et d'autres études estiment que dans les 50 dernières années, il y aurait environ 25 millions d'individus qui auraient vécu cette expérience-là, un peu partout à travers le monde. Ça ne semble pas être influencé, ce phénomène-là, par le genre, par la race, par le niveau socio-économique, par le niveau d'éducation, et aussi les antécédents au niveau, les croyances au niveau de la religion, ne semblent pas non plus avoir d'effet. Donc, c'est des expériences qui arrivent tout autant des chrétiens ou des bouddhistes, des musulmans, peu importe, qu'à des individus qui sont athées ou qui sont agnostiques. Alors, il y a plusieurs composantes de ces expériences-là, comme l'expérience hors du corps, par exemple. Ça, c'est la plus fréquente. C'est l'impression pour l'individu de sortir de son corps physique, puis de voir des événements qui se déroulent, mais d'un point de vue extérieur à son corps. Souvent, c'est associé à une vision qu'on appelle panoramique ou étendue, donc ça peut être à 360 degrés. Et les expérienceurs, on les appelle comme ça, les gens qui vivent ce type d'expérience-là, rapportent être capables de traverser des surfaces solides, par exemple, comme des murs. Les facultés mentales sont conservées, comme la perception, la conscience, la mémoire, etc. Mais pas simplement conservées, mais il y a comme un accroissement de ces facultés-là. Donc la pensée est très, très rapide, vivace. Les sens sont exacerbés. Et il y a des expérienceurs qui rapportent être même capables de lire dans les pensées des gens. C'est associé à des émotions positives aussi, comme de la paix, de la joie, et une traversée d'un tunnel, par exemple. Des gens parlent d'une région d'obscurité aussi. Et de l'autre côté de cette région-là, du tunnel, très souvent, les expérienceurs rapportent voir une lumière très brillante. Et de l'autre côté du tunnel, on parle souvent les expérienceurs parlent d'un monde de très grande beauté. Donc il y a des paysages fantastiques, des cités aussi. Il peut y avoir de la musique également, des musiques éthérées. Et très souvent, les expérienceurs apportent des contacts avec des proches, des amis décédés, et aussi une rencontre avec ce qu'ils appellent un être de lumière. Donc, c'est comme une lumière, mais une lumière qui est intelligente puis qui irradie un amour inconditionnel. Et très souvent, il y a une revue de vie aussi, où l'individu, donc l'expérienceur, va revoir tous les événements de sa vie de façon très rapide, même les événements les plus anodins. Et parfois, l'individu va percevoir les réactions des autres à ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit aussi. Et il y a le retour, évidemment, qui, la plupart du temps, semble être forcé. Et dans certains cas, on va donner le choix. La partie hors corps de cette expérience-là est très importante parce qu'au niveau scientifique, c'est la plus objective. Elle nous permet de mesurer si les perceptions qui sont rapportées dans cet état-là sont véridiques ou pas. Donc, est-ce que ça correspond à la réalité? Donc, les expérienceurs ont souvent l'impression de flotter au-dessus de leur corps physique. Et lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, les expérienceurs vont aller rapporter des détails au sujet des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Il y a beaucoup au moins la moitié des expérienceurs qui rapportent une expérience hors corps. Et il y a beaucoup plus de cas d'EMI où il y a des perceptions véridiques qui sont impliquées par rapport aux perceptions qui ne sont pas. C'est 90% de perceptions véridiques. Il y a un déclencheur de cette expérience-là qui est très intéressant, c'est l'arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, le cerveau
s'interrompt au niveau du flux sanguin. Et ce que ça fait, c'est que si on mesure l'activité électrique avec un électroencéphalogramme, vous voyez que la ligne ici va devenir plane. Techniquement, on dit qu'elle est isoélectrique. Ça, c'est un signe de mort clinique. On voit ça 10 à 20 secondes après que le cœur et la respiration ont stoppé. Mais même dans l'état de mort clinique, les études qui ont été réalisées dans plusieurs pays montrent qu'il y a environ 15% des individus qui ont vécu un arrêt cardiaque, une mort clinique, qui ont été réanimés, qui rapportent une expérience de mort imminente. Et dans certains cas, ils vont rapporter des détails, donc des perceptions véridiques. Il y a des cas fameux, comme par exemple l'histoire du dentier. Ça, c'est un cas de Pim van Nommel en Hollande, qui est un cardiologue, qui a publié une étude importante au début des années 2000. Et il y avait un de ces cas-là, c'était un homme qui était amené à l'urgence de cet hôpital-là en Hollande, qui était en arrêt cardiaque. Et ils ont évidemment tenté de le réanimer, mais pour le réanimer, il a fallu lui enlever ses dentiers. C'est un infirmier qui a fait ça. Et les dentiers ont été mis sur un chariot chirurgical, en fait à l'intérieur d'un tiroir. Les manœuvres ont réussi. L'individu a été réanimé au bout de quelques minutes et il était amené aux soins intensifs. Et au bout d'une semaine, il a revu l'infirmier en question. Et lorsqu'il l'a revu, il lui a demandé de lui amener son dentier. Et là, l'infirmier était interloqué parce que l'individu était mort cliniquement alors qu'il lui avait retiré le dentier. Et l'homme en question a dit qu'il se trouvait au-dessus de son corps, qu'il avait pu observer tout ce qui se passait pendant les manœuvres de réanimation, puis avait mémorisé toutes sortes de détails qu'il a donnés à l'infirmier, qui ont pu être confirmés. Et ça, des cas comme ça, il y en a de plus en plus. Et ça pose un problème majeur pour les théories conventionnelles au niveau de la conscience et de l'esprit. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça semble vouloir dire que ce n'est pas le cerveau qui produit l'esprit. Parce ça a été un des grands dogmes des neurosciences pendant plus d'un siècle maintenant, qu'on pensait que le cerveau produisait la conscience, l'esprit. Maintenant, de plus en plus de chercheurs commencent à réexaminer leur position. Même d'anciens ardents défenseurs du matérialisme. Parce que, bon, il y a des sceptiques qui nous disent que même si le G est plat, il peut y avoir un petit peu d'activité résiduelle au niveau des structures profondes du cerveau. Ça, c'est vrai. Sauf que cette activité-là résiduelle, même si elle était là, elle n'est pas suffisante pour produire des fonctions mentales comme de l'attention, la pensée, la mémoire, etc. Ça, on le sait déjà, parce que plusieurs décennies de recherche nous l'ont montré. Alors, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Le cerveau, il fait quoi s'il n'est pas le producteur de la conscience de l'esprit? Moi, je propose qu'il agit comme une interface et il agit comme un filtre. Et ça, ce n'est pas des idées nouvelles, parce qu'il y a déjà un siècle, William James, qui est considéré comme le père de la psychologie américaine, qui est aussi un philosophe, Ferdinand Scheller, qui est un philosophe britannique, et aussi Henri Bergson, philosophe français, qui avait déjà cette intuition-là. Puis, comment expliquer ça? On peut faire une analogie avec un téléviseur. Donc, vous avez un récepteur télé chez vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit, il décode de l'information, des champs électromagnétiques, des signaux, et il va les traduire sous forme d'images et de sons. Si vous allez altérer des composantes électroniques, vous jouez avec ces composantes-là, vous allez perturber la réception d'informations au niveau de l'image ou du son. Vous pouvez même perdre complètement accès au programme en question. Si vous étiez en train de regarder un bulletin de nouvelles et que la lectrice a disparu de l'écran, est-ce que ça veut dire qu'elle est disparue de la surface de la Terre? Ou qu'elle est à l'intérieur du récepteur télé? Pas du tout. Alors, ça semble évident quand on dit ça comme ça, mais pourtant, les gens dans mon domaine ont pensé pendant plus d'un siècle que quand il y avait une lésion, puis que les personnes montraient qu'il y avait un déficit au niveau cognitif, au niveau émotionnel, tout ça, ça voulait tout simplement dire que c'était ces régions-là du cerveau qui produisaient les fonctions. Mais ce n'est pas la seule explication possible. Pas du tout.
Le cerveau est un filtre aussi. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet, généralement, en mode normal, il nous permet d'expérimenter uniquement une portion très restreinte de la réalité. Ici, ce que vous voyez au niveau de la flèche, là, ça c'est la partie de la lumière visible pour l'espèce humaine. Ici, on ne voit pas ça, c'est de l'infrarouge, et ici c'est de l'ultraviolet. Donc, ça ne fait pas partie de notre réalité, mais chez des espèces animales comme certaines espèces d'oiseaux, chez les insectes comme des guêpes, des abeilles, toutes ces bandes-là de fréquences sont perçues très facilement et font partie de leur réalité. Le filtre du cerveau peut être altéré. On a la capacité de le faire, et c'est ce que fait toutes les pratiques contemplatives, par exemple, comme la méditation, la prière. Il y a d'autres techniques comme l'isolation sensorielle. Il y a des techniques chamaniques aussi. Il y a l'utilisation de plantes, ce qu'on appelle maintenant des antéogènes, qu'on appelait à l'époque des psychédéliques, qui vont changer l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Puis automatiquement, c'est comme si, au lieu de regarder toujours les mêmes 3-4 canaux, là, tout à coup, vous aviez accès à d'autres fréquences, et d'autres programmes, et donc d'autres réalités. Vous élargissez les portes de la perception. Et tout ça mène, en quelques minutes, au paradigme post-matérialiste. Donc, un paradigme, c'est quoi? C'est une façon de se représenter le monde, de voir les choses. Il y a des paradigmes dans toutes les sphères d'activité humaine, en économie, en politique, en sociologie. Il y en a en sciences aussi. Et les paradigmes changent d'époque en époque en fonction des nouvelles connaissances. Et pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des anomalies qui soient accumulées, qui s'accumulent. Et à un moment donné, on va réaliser que les théories en place dominantes ne peuvent plus expliquer les anomalies, qu'on a besoin d'une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle théorie. Et là, avec la nouvelle théorie, les anomalies ne sont plus du tout des anomalies. Alors, plusieurs des phénomènes que je vous ai présentés ce soir, c'est des anomalies pour une façon de voir le monde, une façon matérialiste, mécaniste, réductionniste. Mais si on adopte une autre façon de voir le monde, une autre théorie aussi, ce ne sont plus des anomalies du tout. Alors, il y a quelques années, j'ai co-organisé une rencontre en Arizona avec d'autres chercheurs. Il y avait des chercheurs dans différentes disciplines. On s'est penché sur ces questions-là pendant 3 jours. On a examiné la science matérialiste, puis on a regardé aussi les phénomènes qui ne cadraient pas avec cette science-là. Et on est arrivé à proposer un nouveau paradigme. On a publié dans les mois qui ont suivi un manifeste qui était appelé « Manifeste pour une science post-matérialiste ». J'ai mis les liens ici. Ça a été traduit dans plusieurs langues. Ça a été traduit en français par l'INRS à Paris. Et si vous allez voir en anglais, vous allez voir qu'à date, il y a au-dessus de 250 scientifiques, dont certains très reconnus à travers le monde, et des philosophes qui ont endossé ce manifeste-là. Il y a d'autres évidences empiriques dont je n'ai pas le temps de parler ce soir, là, qui vont dans le sens de ce nouveau paradigme-là, comme des guérisons qui sont considérées miraculeuses, des expériences spirituelles qui vont transformer les gens. Il y a des données maintenant qui existent, qui semblent indiquer qu'il y a une conscience prénatale, périnatale aussi qui existe, qui ne peut pas être expliquée par le développement du cerveau. Il y a des visions de vie de mort aussi, où les gens sont comme en contact avec des gens qui sont décédés. Il y a des études scientifiques aussi importantes au niveau de la médiumnité, c'est très sérieuses, qui ont été réalisées. Et il y a des études aussi au niveau de la réincarnation. Des études très intéressantes, par exemple, au département de psychiatrie de l'Université de Virginie par professeur Jim Tucker. Alors, tout ce qui a été présenté ce soir, ça indique quoi? Ça indique que la vision matérialiste scientifique est erronée, est dépassée, et qu'il est temps de se tourner vers quelque chose de plus large que ça. Le paradigme post-matérialiste, ça ne s'oppose pas à la matière, ça l'inclut la matière. Ça reconnaît que ce qu'on appelle le monde physique ou matériel, c'est un aspect important de la réalité. Sauf que c'est un aspect qui n'est pas l'unique composante de la réalité.
Donc ça, c'est une différence importante. L'esprit, dans ce paradigme-là, ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, représente un aspect de la réalité qui est tout aussi primordial, important, que la matière, l'énergie, l'espace-temps. Ce sont des concepts utilisés beaucoup par les physiciens. Donc, l'esprit est fondamental au sens où on ne peut pas le réduire à quelque chose de plus élémentaire. On ne peut pas non plus le dériver de la matière. Et il y a une interconnexion très importante entre esprit et monde physique et matière. Il n'y a pas de séparation parce que c'est deux aspects complémentaires d'un tout qui est indivisible. Donc ça va complètement à l'opposé de la conception cartésienne, par exemple, où on voyait un fossé entre le monde de l'esprit puis le monde de la matière. Ce que les études montrent aussi, ou certaines études que je vous ai présentées, c'est que la volonté, l'intention peut affecter l'état du monde physique de manière non locale. Donc, l'esprit n'est pas confiné à des points spécifiques dans l'espace. C'est la même chose pour le temps, mais je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous présenter des études sur ce qu'on appelle le pressentiment ou la précognition. Mais il y a beaucoup d'études intéressantes faites à ce niveau-là aussi. Les expériences de mort imminente qui surviennent en arrêt cardiaque, ça montre aussi que ça suggère qu'il y a une survie de la conscience et de la personnalité après la mort du corps physique. Puis dans cette perspective-là, la spiritualité, ça représente un aspect central de la vie humaine qui est accepté dans le cadre de ce paradigme-là, qui est normal, au fond, qui n'est pas considéré comme pathologique, comme pour l'ancienne vision matérialiste. Alors, ce changement-là marqué, ça a beaucoup d'implications parce que ça change complètement la vision qu'on a de nous-mêmes en tant qu'être humain. Donc, on voit qu'on n'est pas des robots biologiques complètement déterminés par nos neurones, nos messagers chimiques, nos gènes ou l'environnement, par exemple. Ça montre aussi parce qu'il y a une connexion très importante entre le monde physique et l'esprit et la nature, puis qu'on retrouve, ça, malheureusement, je n'ai pas eu le temps non plus de vous montrer, il y a plusieurs évidences qui indiquent qu'il y a une forme de psychisme, même rudimentaire au niveau quantique, qui existe aussi au niveau des molécules simples, au niveau cellulaire, etc. Lorsqu'on met tout ça ensemble, au fond, ça fait qu'on veut préserver, évidemment, la biosphère. Et donc, mes collègues et moi, ce qu'on pense, c'est que le passage de la science matérialiste à la science post-matérialiste, c'est une très, très grande importance pour l'évolution de notre civilisation. Et ce passage-là va être encore plus important, plus marquant que la transition du géocentrisme à l'héliocentrisme lors de la révolution copernicienne. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Beauregard. Donc, c'est une très belle synthèse, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous. Un champ très large, mais qui nous touche tous, hein, à l'essentiel. Il peut nous amener aussi non seulement à investiguer plus, mais à vivre une nouvelle dimension de la réalité. Maintenant, nous allons faire une pause de 10 minutes. Et je vous invite donc à être de retour à 9h moins 25 au plus tard. Donc essayez d'être là même un peu avant pour qu'on puisse tenir le temps puis partir à l'heure que vous avez prévu. On fait tout de suite.